avancent les travaux du barrage hydroélectrique de Soubré. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a voulu se faire une idée. Il s'est rendu sur le site ce week-end. Les travaux avancent bien, il a pu le constater. Et dans cette édition, nous parlerons du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était au Massa hier. Parrain de ce spectacle, il est allé soutenir les festivaliers. Et la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer la journée internationale de la femme le 8 mars prochain. En prélude à cette journée, la rédaction de RTI1 se penche sur la situation des femmes du secteur du vivrier. Hors de la Côte d'Ivoire, au Bénin, les électeurs étaient aux urnes ce matin pour élire leur président. 33 candidats sont en lice pour ce premier tour de scrutin présidentiel. C'est un record pour le pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h sur RTI1. Comment avancent les travaux du barrage hydroélectrique de Soubré? Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a voulu en savoir. Il s'est rendu donc sur le site ce week-end. Les travaux démarrés en février 2013 avancent bien et le barrage devrait être livré avant la fin de cette année 2016. Le reportage à Soubré de Thomas Kessambi. Investissement majeur pour la Côte d'Ivoire et infrastructure d'intérêt sous-régional, le barrage de Soubré devrait être livré avant la fin de cette année 2016. Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement ivoirien, veut y veiller personnellement. En ce début de mois de mars, en se rendant à Soubré, le Premier ministre veut se faire une idée claire et précise du niveau de réalisation de l'ouvrage. Les images vidéo sur la présentation du projet dans son exécution ne suffisent pas à Daniel Kablan-Duncan. Ses pas vont se diriger sur les différents chantiers. À l'évacuateur de crue, le Premier ministre apprécie. Il se fait expliquer quand besoin en est ce qui est en train d'être fait. Sur le site de la future usine, ici aussi, l'appréciation des choses ne va pas sans des échanges. À la fin, c'est un chef du gouvernement visiblement satisfait de la visite qui se confie à la presse. Nous sommes venus voir l'avancée et de ce que je crois comprendre, on est en avance par rapport au calendrier. Il est possible même qu'on gagne pratiquement une année par rapport au calendrier. C'est une bonne nouvelle pour le pays et pour la région. Et je dois dire que c'est une fierté et remercier nos amis chinois qui ont participé à la fois à la réalisation technique mais aussi au financement avec Exim Bank de Chine, puisque les 275 MW, le coût global c'est autour de 331 milliards de francs CFA, dont 15% appartenant par la partie ivoirienne. La construction du barrage de Soubré est un projet qui date des années 80. Plusieurs fois reporté pour des raisons multiples, c'est le 25 février 2013 qu'il prend réellement forme avec la pose de la première pierre par le président de la République, Alassane Ouattara. Et la construction du barrage de Soubré, on le sait, a occasionné des déplacements de population. Le projet prend en compte les questions de relocalisation des populations touchées, tout comme leur indemnisation. Le Premier ministre, en déplacement à Soubré, a échangé justement avec ces personnes concernées par cette relocalisation. Le gouvernement tiendra sa promesse, a indiqué le chef du gouvernement ivoirien. On retrouve Thomas Kessambi. Il n'y a rien, notre forêt est détruite, on dit qu'il n'y a plus de forêt. Donc, vu qu'on donne notre argent là, on va aller chercher quelque chose aussi ailleurs. En attendant que la maison va finir, ici, il y a un autre champ ailleurs, c'est ce que nous on veut. Nous sommes beaucoup contents de voir le Premier ministre en face de nous ici. C'est compliqué et c'est difficile. C'est les pères de famille qui n'arrivent même pas à scolariser leurs enfants. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Pour ces inquiétudes légitimes, Daniel Kablan-Duncan n'a pas voulu se limiter au seul cadre de la visite du chantier du barrage hydroélectrique de Soubré. Le projet d'envergure a prévu la prise en compte des villages touchés par son emprise. Une prise en compte qui devrait se traduire par des indemnisations, la construction d'infrastructures telles des logements, des écoles, un centre de santé, une station de traitement d'eau. La liste n'est pas exhaustive. C'est avec beaucoup de joie que le Premier ministre s'est rendu sur le site de la relocalisation du village de Kwamekro.
Dans la même veine, le chef du gouvernement ivoirien va procéder à l'inauguration d'une station de traitement d'eau qui devra augmenter la capacité de service en eau potable. Convaincu que la dynamique n'est pas encore complète, Daniel Kablan-Duncan, tout en faisant une ouverture sur d'autres projets en cours, a tenu à rassurer ses interlocuteurs du jour. Je tiens particulièrement au nom du gouvernement à saluer l'esprit de civisme et le sacrifice des populations déplacées par le projet de construction du barrage et à les rassurer que toutes les promesses faites seront tenues et les mesures d'accompagnement prévues seront réalisées. Lors de la visite, nous avons visité notamment l'ancien village, je prends celui par exemple de Kwamekro, et nous avons vu le nouveau village, comme on dit, il n'y a pas match. Vous avez des maisons en paillotte. Et nous avons vu des villas de 3, 4, 5 pièces qui ont donc été données. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait avec l'eau, l'électricité. C'est vous dire que quand le président de la République promet, il le fait. Des gages d'une assurance bien reçue. Le gouvernement a tenu toutes les promesses qui ont été faites et les villageois sont heureux parce qu'ils ont été indemnisés. Et je crois que cela va de la crédibilité de ce que dit le gouvernement. Et donc nous sommes très contents à travers cette population, à travers cet accueil que vous voyez, tout le monde part satisfait. Outre les questions d'indemnisation et de recasement, le projet construction du barrage de Soubré aura favorisé, entre autres, la création de 3000 emplois et l'utilisation des entreprises locales. La Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. En prélude à cette journée, la rédaction de RTI1 se penche sur la situation des femmes du secteur du vivrier. Ces femmes occupent une place de choix dans ce secteur avec 85% de la production nationale. Mais les choses ne sont pas faciles pour elles. Difficultés d'écoulement de leur production, manque d'encadrement et d'appui financier. Bref, ces femmes appellent à l'aide et notre envoyé spécial Grace Kando est allé à la rencontre des femmes du vivrier à Toumoudi, Djekanou et Oumé. Oussou, village situé dans le département de Toumoudi. Il est un peu plus de 7 heures. Dame Afoué-Konan est à la tâche. Elle se prépare à vaquer à ses travaux champêtres. Comme Afoué, elles sont nombreuses, ces femmes qui s'adonnent à la production de cultures vivrières dans cette région. Selon elle, cette activité nourrit son homme. L'argent lui permet de pouvoir scolariser les enfants. En tout cas, ça va. J'aimerais que nos sœurs qui sont en ville viennent au village. Même si tu demandes une parcelle, ça te suffit. Ça peut te donner un peu d'argent. Pour une meilleure organisation, ces femmes productrices de cultures vivrières se regroupent en coopérative. Les femmes se rendent au champ chaque jour en parcourant des kilomètres. Des chansons sont entonnées pour s'encourager. C'est une animation pour pouvoir motiver les femmes à pouvoir travailler. Il y a d'autres gens qui critiquent les hommes, nos maris. Il y a d'autres aussi, on dit les choses de la vie. Des efforts qui ne sont pas toujours récompensés, l'on travaille souvent à perte. Par exemple, dans ce champ de manioc à Djekanou, des hectares de gombo et de piments perdus faute d'eau. Nous nous sommes débrouillés pour faire notre forage, mais par manque de moyens pour faire l'équipement, parce qu'il faut qu'il y ait l'équipement pour pouvoir mettre dans le champ, pour pouvoir arroser piments. Que de difficultés dans le secteur du vivrier. Dans les autres localités visitées, telles Puebo dans le département de Toumoudi et à Oumé et Djekanou, les femmes exerçant dans le domaine du vivrier rencontrent d'énormes problèmes. On n'a pas de véhicule pour faire sortir la marchandise des campements jusqu'à la ville. Celles qui viennent prendre nos marchandises ici, des fois s'ils viennent prendre, ils prennent aujourd'hui, on va faire 3 mois, on est pour 100 personnes. Ces femmes du vivrier qui approvisionnent les différents marchés d'Abidjan et des villes de l'intérieur ont besoin d'assistance et d'appui. On a besoin de financement. Ça va nous servir à développer ce qu'on fait. Aider les femmes à se prendre en charge. On veut lutter contre la pauvreté.
il n'y a pas de pluie. On va nous enseigner comment nous devons prélever nos cultures, comment on doit garder la banane, les ignames, la tomate, et nous montrer comment on peut avoir les contre-saisons. Selon la Fédération nationale des sociétés coopératives des vivriers en Côte d'Ivoire, 12 millions de tonnes de produits vivriers sortent des champs chaque année. Et les femmes livrent 85% de cette production. C'est pourquoi les femmes du secteur du vivrier souhaitent que des réponses soient apportées à leurs différentes préoccupations. Reportage réalisé pour vous par Grace Kando. Le gouvernement ivoirien s'attelle à répondre justement aux préoccupations des femmes pour leur autonomisation. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant était au magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Alvor Assa. La ministre Euphrasie Kwasi-Yao a parlé des actions entreprises pour l'épanouissement des femmes. Elle a évoqué le thème de cette édition 2016, l'autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Nous écoutons juste un extrait. Quand on fait le bilan, on regarde, comme je disais d'abord, le pouvoir social, c'est-à-dire éducation, santé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à l'école préscolaire, il y a 51% de petites filles qui vont à l'école, donc 49% pour les hommes. Ici, on ne fera plus beaucoup de campagnes parce qu'il y a pratiquement la parité. Au niveau de l'école primaire, on est à 44%, voire 45%. Donc, il y a quand même l'éducation de la petite fille à faire encore. Quand on prend au niveau économique, vous avez le fonds FAFSI, c'est-à-dire pour les femmes de Côte d'Ivoire, où aujourd'hui on est passé de 1 million à 3 millions, pratiquement 5 millions, qui permet, initié par la première dame de Côte d'Ivoire et qui touche toutes les régions de la Côte d'Ivoire. La femme est autonome financièrement, même si nous avons encore des défis à relever. Quand on prend au niveau politique, ça tout le monde le sait, au niveau du gouvernement, on était à 5 femmes. Aujourd'hui, le président de la République a fait passer le nombre de femmes à 9, ce qui fait 25%. C'est une progression. Conseil économique et social, on était à environ 20%, on est passé à environ 30%. C'est-à-dire le minimum qu'il faut pour que les femmes s'expriment. Et j'en passe. Mais ce qui est très important, c'est qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les secteurs qui étaient réservés aux hommes, la barrière est brisée. Et nous partons maintenant pour la France où le salon de l'agriculture vient de prendre fin. L'une des préoccupations de ce rendez-vous a été la labellisation du cacao ivoirien qui doit être plus visible sur les tablettes de chocolat. Par ailleurs, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural présent à ce salon veut plus de productivité. Il a donc signé une convention avec le CIRAD, le Centre français de la recherche agricole, compte rendu de notre envoyé spécial, Noël Nyagno. Avec cet engagement formel des artisans chocolatiers français, le cacao ivoirien et ses producteurs sont désormais visibles avec en plus des retombées économiques et financières. L'objectif du label Origine Ivoire, ça part d'un constat que nous avons fait en France, qui est que l'origine du cacao qui provient de Côte d'Ivoire n'est pas ou presque jamais mise en avant sur les produits de chocolat. Mettre l'origine Côte d'Ivoire sur un produit de chocolat, c'est aussi reconnaître le travail que le planteur a fait et lui permettre aussi de voir le fruit de son travail. Une autre grande satisfaction des cacaoculteurs ivoiriens, mais aussi des autres spéculations de l'agriculture ivoirienne, la signature de convention avec le CIRAD, Centre français de la recherche agricole. Objectif, répondre aux besoins en matériel végétal amélioré pour plus de productivité. La priorité tient évidemment d'abord à la filière cacao. Et donc nous avons avec les chocolatiers français réinvestir dans la connaissance de la cacaoyère ivoirienne et en particulier sur les aspects phytosanitaires. On sait qu'il y a une maladie qui frappe aujourd'hui la cacaoculture ivoirienne et sur lequel nous allons travailler avec le CNRA. Dernier fertilisant de l'agriculture ivoirienne, obtenu à l'occasion du SIA 2016, l'engagement des privés à redonner à la Côte d'Ivoire sa place de terre de semences. L'enjeu semencier, il se joue sur le continent africain, il se joue au niveau mondial et voilà, la France est toute prête et mon organisation en particulier a appuyé la Côte d'Ivoire. Avec ces acquis, le secteur agricole se donne les moyens de sa performance au grand bonheur de l'économie ivoirienne.
Ici en Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao et les douanes ivoiriennes ont mis en place une plateforme de sécurisation des recettes. C'est une plateforme d'échange des données pour réduire les déperditions de recettes d'exportation du cacao et du café. Cette initiative répond à la volonté de labellisation du chocolat d'origine ivoirienne. Deux administrations. D'un côté, les douanes avec l'objectif de percevoir les taxes et droits et protéger l'économie. De l'autre, le Conseil du café cacao avec la mission de réguler la filière et sécuriser les procédures d'exportation. Les deux administrations ayant en commun la sécurisation des recettes décident désormais de faire chemin ensemble. L'instrument de coopération, une plateforme d'échange électronique de données. Avec ces trois avancées, l'interconnexion avec le port, la déclaration à l'exportation que nous avons réussi à instaurer et l'interconnexion avec le Conseil Café Cacao, permettez-moi de m'exprimer comme à Trècheville. Pour nous dribbler dans ce domaine-là, il va falloir être plus fort que Didier Drogba. Le 10 ans, le directeur général des douanes a à l'idée les 412,7 milliards de francs CFA à percevoir au titre du droit unique de sortie, DUS. Instrument de lutte contre la fraude, la plateforme doit faire école, selon le ministère chargé du budget et du portefeuille de l'État. C'est le lieu pour moi d'inviter les douanes et le Conseil Café Cacao à travers le lancement de la plateforme électronique d'échange des données qui marquent une nouvelle ère dans le traitement des opérations d'exportation, à renforcer leur collaboration afin de stimuler des projets similaires dans d'autres secteurs d'activité. Rappelons que le dernier Conseil des ministres a pris une décision de sécurisation des recettes tirées du cacao en instaurant une traçabilité et une visibilité du produit d'origine Côte d'Ivoire. Le réseau des organisations professionnelles des PME réfléchit à l'accès au financement des entreprises en Côte d'Ivoire. Le réseau vient justement d'organiser une rencontre pour parler de la survie des entreprises qui sont confrontées aux difficultés d'accès au financement. Eh bien, comment résoudre cette question? Des solutions ont été proposées, nous explique Moussa Koulibaly et Abou Sanogo. 60 jours pour régler les factures des marchés publics. Un arrêté limitant à 14 jours le temps d'obtention du visa sur les procès-verbaux et la création d'une commission compensatoire pour les petites et moyennes entreprises PME en situation de dette à créance avec l'État. Ce sont entre autres les propositions du réseau des organisations professionnelles des PME lors de la table ronde consacrée à la survie des PME. Selon Cissé Abdoulkader, représentant le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le gouvernement entend contribuer à la croissance des PME en facilitant leur accès au marché public. Il a également signifié que des efforts sont menés pour apurer la dette interne sur la période 2000-2010. Nous prenons la direction de Daloa où 33 ex-combattants formés au métier du bâtiment ont réhabilité le centre de formation professionnelle de la ville. Le bâtiment entièrement rénové a été remis officiellement au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi Kofi. Le reportage est signé Hamza Diaby. Le chantier école de Daloa a servi à former 33 bénéficiaires de la CCSR et 5 jeunes de la commune, formés au corps d'état du bâtiment que sont la maçonnerie, l'électricité bâtiment, le carrelage, la peinture, la menuiserie charpenterie. Ils ont réhabilité le centre de formation professionnelle de la ville. Après avoir reçu officiellement le bâtiment, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle salue l'œuvre et annonce mettre désormais l'accent sur l'assainissement dans ces établissements. Nous ne voulons plus d'écoles boutiques dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ça veut dire quoi? Des écoles qu'on crée dans des cours communes. On met dessus agrément numéro tant, mais c'est faux, ça n'existe même pas cet agrément. On n'en veut pas. Ensuite, ces écoles qui n'ont souvent pas d'enseignants qualifiés. Pour le coordonnateur de la CCSR, Christian Kodia Aggo, les chantiers écoles sont au cœur de la réinsertion des ex-combattants. La qualification reçue au cours de cette formation est la porte de sortie pour nos bénéficiaires vers une réinsertion durable.
À Tiangaloro, dans le département de Bundiali, le chantier école a permis la réalisation par 34 bénéficiaires de la CCSR d'une maison énergie. Elle a également été inaugurée, cette fois par le professeur Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et l'indemnisation des victimes. À terme, 2200 bénéficiaires vont être formés par la CCSR aux spécialités du bâtiment à travers les chantiers écoles. L'autre actualité en Côte d'Ivoire, c'est le Massa 2016. Qu'est-ce qui a marqué cette deuxième journée du marché des arts du spectacle africain? On en saura davantage avec nos reporters dans ce journal spécial Massa. La fête a commencé depuis hier. La 9e édition du marché des arts du spectacle africain réunit 2000 festivaliers. Après la cérémonie d'ouverture, ils se sont retrouvés dans la soirée au Palais de la Culture pour des spectacles. Mais comment le public a vécu cette ambiance dans les différentes compagnies avec les différentes compagnies qui rivalisent d'ardeur sur les podiums? Éléments de réponse avec Issa Yeo et Abou Sanogo. Palais de la Culture de Treichville, samedi 5 mars, il est 20h35. Le public est bien en place pour cette première nuit du marché des arts du spectacle africain Massa, en vue de suivre les différentes prestations sur les 2 podiums installés pour la circonstance. La démonstration d'un danseur égyptien attire l'attention de bon nombre de spectateurs. En ce moment, nous suivons une troupe égyptienne. Voilà, ils nous montrent des choses merveilleuses. Voilà, tout est beau, tout est bien. Voilà, vive le Massa. Il y a des groupes qu'on découvre. Par exemple, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Moi, j'avais pensé que l'Afrique du Nord était seulement la danse du ventre. Aujourd'hui, j'ai vu autre chose. Bon, dans l'ensemble, je pense que ça va. Juste à côté, sur le second podium, la prestation d'une troupe brésilienne ne laisse personne indifférent. Les inconditionnels sont sur la piste pour esquisser quelques pas de danse. J'ai décidé de participer au Massa ce soir parce que moi j'aime bien les cultures, j'aime bien le mélange de toutes les cultures. Je suis émotionné. Ce n'est pas ma première fois en Afrique, mais c'est ma première fois en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment la terre-mère. Je suis très ému d'être là aujourd'hui et de vivre ce festival magnifique qui est le Massa. Cette ambiance du Palais de la Culture n'échappe pas à la Miss District. Je suis contente, la fête se passe vraiment bien et on s'amuse vraiment, moi et mes sœurs. Et ils sont nombreux les jeunes qui prennent part à ce rendez-vous culturel sur le bord de la lagune ébriée, ce qui augure d'un bel avenir pour le Massa selon un opérateur culturel burkinabé. Il y a beaucoup d'artistes jeunes qui sont programmés. Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour le Massa. Parce que c'est les jeunes aujourd'hui qui sont l'avenir de la musique africaine. Cette ambiance ne doit pas faire oublier que beaucoup reste à faire du point de vue organisation. Promotion, communication, parce que nous sommes là, il nous faut des programmes. Voilà, et ensuite, même à l'intérieur de la ville aussi, communiquer un peu vers les populations, parce que le palais ne peut pas contenir tout le monde. En attendant l'ouverture des autres sites choisis pour abriter le Massa, le public du Palais de la Culture de Treichville s'est amusé jusque tard dans la nuit. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était au Massa hier. Parrain de ce spectacle, il est allé soutenir les festivaliers et il a salué cette tribune qui met en valeur les arts de la scène et les talents des artistes africains. Serge Kolia. Parrain du concert d'ouverture de la 9e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est venu communier avec les milliers de festivaliers au village du Massa, au Palais de la Culture de Treichville. Une première soirée colorée avec une programmation riche et variée. Défilés de mode, danse patrimoniale, chants, ont constitué l'essentiel des tableaux artistiques proposés. Amoureux de musique, mais surtout homme de culture, Ahmed Bakayoko a d'abord pris le pouls du Massa avant d'adresser son message. Nous avons des artistes de qualité. Nous sommes nous-mêmes consommateurs. Ce qui nous reste, c'est d'être un marché des arts. C'est-à-dire faire en sorte que nos artistes, que l'art, la production de nos artistes soit achetée sur le marché international. C'est pourquoi nous saluons le retour en force
du Massa. Toujours bouillonnante, la scène du Massa a accueilli sans aucun moment de répit des artistes issus de troupes de plusieurs nationalités. Des ensembles venus d'Afrique mais aussi d'Amérique, précisément du Brésil, dans un élan de rassemblement de la diaspora noire. Le spectacle s'est poursuivi tard dans la nuit de ce samedi 5 mars. Ils ne sont pas sélectionnés pour le marché, mais ils sont l'une des innovations qui vont animer l'un des sites du festival. Eux, ce sont les marionnettistes programmés les 8 et 9 mars sur la scène du village d'Abata avec une dizaine de spectacles. Ces artistes se considèrent comme les pères de tous les arts de la scène. Nos reporters Guillaume Zéré et Abou Sanogo sont allés à leur rencontre. Voici l'une des innovations de cette 9e édition du Massa, les marionnettistes. Pour cette édition, ils ne sont pas de la sélection officielle. Mais les 2 jours qui leur sont consacrés dans le festival sont pour eux une victoire. Nous sommes vraiment contents parce que c'est ça notre combat. Que vraiment les festivals comme le Massa comme ça puissent se rappeler qu'il y a un art aussi qui est marionnettes qui peuvent exploiter aussi dans leur festival. La marionnette est une figurine articulée ou non, en bois, carton ou toute autre sorte de matériaux manipulés par les marionnettistes. Artistes multidimensionnels mais très peu connus, ils entendent revendiquer les premières places des arts de la scène à ce Massa. La marionnette, c'est un tout, parce que c'est la mère des arts. Dans la marionnette, vous retrouvez la musique, vous retrouvez la danse, vous retrouvez le théâtre, vous retrouvez les arts plastiques, vous retrouvez le stylisme. Sur la scène d'Abata le 8 et 9 mars, les doyens Danaï Kalaïmfa du Togo et Yaya Koulibaly du Mali seront accompagnés de la nouvelle génération pour une dizaine de spectacles. Nous avons la compagnie Takamou qui nous vient du Bénin. Nous avons Boniface aussi Kagambeba qui est venu. Nous aurons aussi Ivoire Marionnette. En Côte d'Ivoire, nous aurons le Gasca Théâtre et Marionnette. Nous aurons aussi la compagnie Boule de Gomme. Et il y a Patacloun qui est venu du Bénin. Avant le show, les marionnettistes réunis au sein de l'Union internationale de la marionnette, UNIMA, ont réfléchi aujourd'hui sur l'avenir de leur corporation au cours d'un atelier présidé par Jacques Trudeau, le secrétaire général de leur union. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette 2e journée du marché des arts du spectacle africain ouvert hier. Les festivités s'achèvent, je rappelle, le 12 mars prochain. Allez, refermons ce journal pour ouvrir cette page triste. Le peuple baoulé est en deuil. Sa Majesté Nana Kwaku Anoublé III a tiré sa révérence. Les cérémonies de fin des obsèques du roi des Baoulés se préparent. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président du PDCI RDA sont attendus. Mais hier déjà, le président Henri Konan Bédié s'est rendu à Sakasso. Le reportage de Charles Tatou. Les obsèques du roi des Baoulés consolident l'unité des peuples de Côte d'Ivoire. Chaque jour, des délégations venant des différentes localités se succèdent pour témoigner leur solidarité au peuple baoulé. Plusieurs leaders de formations politiques n'ont pas voulu rester en marge. À tour de rôle, ils ont marqué leur passage dans la cour royale. Avant d'être roi, il a milité avec beaucoup d'entre nous. Donc nous l'avons donc honoré dans l'ordre du Bélier à titre posthume. Nous avons, nous ici, des frères et des sœurs. Et ce sont ses frères et ses sœurs et leurs parents qui sont touchés par cette douleur qui n'est plus les leurs, à eux seuls, mais une douleur que nous partageons. C'est un événement qui concerne l'ensemble des Ivoiriens, donc l'ensemble des couches socio-professionnelles, l'ensemble des composants de la nation, et le Front populaire ivoirien a tenu à être là. Les cérémonies de fin des obsèques du roi des Baoulés ont lieu lundi. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, sont invités à y prendre part. Pour son appartenance au royaume baoulé, Henri Konan Bédié a dévancé son cadet, le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis invité par la cour royale pour présenter personnellement mes condoléances au peuple baoulé et à la cour royale. C'est la raison pour laquelle je suis venu un jour plus tôt. Le Moro Namba, roi des Mossi, le roi des Ashanti,
et une délégation du peuple Tchokosi du Togo sont aussi attendus. Les Béninois étaient aux urnes ce dimanche pour élire leur président. 33 candidats sont en lice pour succéder au président sortant Thomas Yayi Boni. Ici en Côte d'Ivoire, les ressortissants béninois ont voté et le scrutin s'est déroulé dans le calme. Au Bénin, sur place donc, les bureaux de vote ont fermé. 4 700 000 Béninois étaient aux urnes pour choisir parmi les 33 candidats pour l'élection présidentielle. 5 candidats font figure de favoris. Voyons le déroulement du vote ce matin avec notre envoyé spécial, Gabriel Zani. Thomas Boni Yayi, le président du Bénin, se retire à la fin de ses 2 mandats conformément à la Constitution. Je laisse le Bénin entre vos mains. Ce sont les premiers mots que le président sortant a prononcés ce dimanche matin devant les journalistes à sa sortie du bureau de vote de Kayeoun, où il a accompli son devoir comme tout citoyen. Mes chers compatriotes, pour moi l'avenir est radieux. Je vous fais confiance, les membres du bureau. Les représentants des candidats. Sans oublier les candidats eux-mêmes, faire preuve de l'éthique et de la morale. Yayi Boni laisse un héritage de paix et de transparence comme il a fait devant les agents du bureau de vote en se soumettant aux consignes. Pour lui, le Bénin fait un pas de plus vers la démocratie. Certains candidats le pensent aussi et sont heureux de se soumettre à cet exercice démocratique. Nous avons rencontré de très grandes espérances et je pense que tous les candidats ont lu cela dans les yeux de nos compatriotes, nos électeurs, de très grandes attentes démocratiques, de très grandes espérances en matière de développement pour les années qui viennent. C'est un jour important pour nous, puisque tout le monde a craint que nous n'y parvenions et nous y sommes. Donc je suis certain que la plupart des Béninois vont exprimer leur vote, leur choix. Toute la classe politique béninoise s'accorde à dire que le scrutin de ce dimanche au 6 mars est une révolution démocratique. Le paysage politique du Bénin sera totalement chamboulé. 25 ans après la conférence nationale, le pays est en train de tourner une nouvelle page. Et nous avons en ligne notre envoyé spécial Gabriel Zani. Bonsoir Gabriel Zani. Bonsoir Marie-Laure. Alors vous avez suivi le vote pour RTI 1. Peut-on dire que le scrutin est crédible? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les centres de vote que nous avons pu visiter ce matin, ce n'est pas seulement la discipline des électeurs que nous avons observée. Il y avait aussi une présence importante des observateurs de l'Union africaine, conduite par l'ancien président de la transition malienne, Dioncounda Traoré. Nous n'avons pas pu obtenir, malheureusement, auprès de la Sénat, la commission chargée d'organiser le scrutin, le nombre exact des observateurs détectés sur le terrain. Mais également, la surveillance du scrutin a été assurée par la plateforme de la société civile qui a déployé des milliers de représentants sur le terrain. Et donc, les membres de cette organisation notaient toutes les informations, tous les faits comme ceux concernant les électeurs qui ne retrouvaient pas leur nom sur la liste électorale. On peut donc dire que la rigueur a été mise dans le déroulement du scrutin. Les autorités compétentes ont fait le possible pour rendre le scrutin crédible en interdisant même le vote par procuration pour éviter que les électeurs vendent leur voix au plus offrant. Alors, les bureaux de vote à l'heure ont fermé et au regard de ce que vous avez observé sur place, peut-on parler de tendance? D'abord, une chose est sûre, c'est que les choses sont allées très vite ici à Cotonou et que les dépouillements des bulletins de vote sont terminés sur le territoire national. Alors, forcément, il y a des tendances. 2 candidats parmi les 5 favoris seraient en tête. Mais pour le moment, on ne peut pas donner les noms car ces informations restent à être consolidées, à être validées par la Sénat qui est la Commission électorale nationale autonome. Donc déjà, les militants de ces 2 candidats ont commencé à jubiler dans les rues de Cotonou. Mais comme je vous l'ai dit, pour éviter toute surprise de dernière minute, il faut jouer la carte de la prudence. Quand vous avez en face 33 candidats, dont 5 favoris, il y aura également en face de vous des électeurs très partagés. Donc cela dit, s'il y a un coup KO, c'est-à-dire un vainqueur qui l'emporte au premier tour, ce sera forcément parmi les 5 favoris. Et si 2
deuxième tour, il y a des 5 candidats qui affronteront pour que les d'entre eux soient suivis. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet à Cotonou ici. Merci Gabriel Zani. Je rappelle que vous suivez ce scrutin pour RTI 1 au Bénin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes dimanche aujourd'hui. N'oubliez pas votre rendez-vous dimanche de foot DDF sur RTI 1 à partir de 22h. Nous sommes en duplex avec Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Dites-nous. Bonsoir. Alors, quel est le menu de DDF ce soir? Eh bien, bonsoir à tous également. Au menu de DDF 15 ce soir, focus sur le gros match Africa, JCAT et toutes ses coulisses. On s'en fout sera consacré à la suite de la collecte et remise de fonds au président de Yopougon FC. Ça va être un moment à la fois drôle et touchant. À suivre également le Doc Inter qui lui est consacré à la veille du choc Chelsea-PSG pour la 8e journée de Champions League avec quelques bonus sur l'affaire Serge Aurier. Et à ne pas rater, dans les Pro News, on vous donnera des nouvelles fraîches sur Didier Drogba, Kolo Touré, Gervinho et bien d'autres. Alors nous vous attendons donc tous ici pour une très belle soirée de foot. Merci Marie-Laure et à tout à l'heure, 22h. Oui, on prend tous ce rendez-vous à 22h. Merci Michel, Jean-Michel. Et demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Derasouba. Vous avez donc compris, ce journal est terminé. Merci à vous tous de votre aimable attention.